Bonjour, notre intervention est intitulée L'homme unidimensionnel chez Herbert Marcuse. Introduction. L'homme unidimensionnel est une œuvre d'Herbert Marcuse, philosophe allemand de l'école de Francfort, à laquelle ont également appartenu Habermas, Horkheimer ou encore Adorno. Ce qui ne peut être vrai, cette formule splendide du philosophe allemand Ernst Bloch résume mieux qu'aucune autre la pensée de Herbert Marcuse et son influence sur les luttes sociales. Né à Berlin en 1898, Marcuse fut un militant spartakiste et l'un des grands représentants de l'école de Francfort et du freudo-marxisme. Après la prise de pouvoir par les nazis, il s'exclut aux États-Unis où il enseignera dans différentes universités, notamment celle de Santiago en Californie. C'est en 1964 qu'il publie L'homme unidimensionnel, son œuvre majeure, qui traduit en français dans le courant du mois de mai 1968, le consacrera aux yeux de l'opinion comme le maître à penser des étudiants en colère. C'est une œuvre militante qui critique le devenir de société moderne, dont le capitalisme et la démocratie libérale sont les traits majeurs. La thèse de Marcuse est que la société moderne n'est qu'un artefact de liberté, d'autant plus pernicieux qu'elle s'est fait passer pour un régime de liberté. L'homme unidimensionnel vit dans l'illusion, l'engourdissement de la critique et une société. Son opposition, la société unidimensionnelle, les formes nouvelles de contrôle, l'enfermement de l'univers politique, la conquête de la conscience malheureuse, une désublimation répressive, l'univers du discours clos, la pensée unidimensionnelle, la pensée négative, mise en échec de la logique de la contradiction, de la pensée négative à la pensée positive, la rationalité technologique et la logique de la domination, le triomphe de la pensée positive, la philosophie unidimensionnelle, perspective d'un changement historique, la philosophie et son engagement historique, la catastrophe de la libération. Tels sont les points de son œuvre, de cette œuvre, l'homme dimensionnel. Et le chapitre, le point et le chapitre. Il est d'une importance qui dépasse de loin les effets immédiats que l'opposition de la jeunesse contre la société d'abandonnance lie rébellion instinctuelle et rébellion politique. La lutte contre le système qui n'est portée par aucun mouvement de masse, qui n'est impulsé par aucune organisation effective, qui n'est guidée par aucune théorie positive, gagne dans cette liaison, une dimension profonde qui compensera peut-être un jour le caractère diffus et la faiblesse numérique de cette opposition. Première partie de notre intervention intitulée L'idéologie de la société industrielle. L'homme dimensionnel, l'homme unidimensionnel de la société avancée a perdu sa puissance de négation, sa possibilité de grand refus. La société absorbe les oppositions et présente l'irrationnel comme étant rationnel. Il s'agit par conséquent de démasquer la fausse conscience unidimensionnelle qui voit dans la technique manipulée un inévitable destin de la productivité, de l'Allemagne, du fardeau, de la vie. Herbert Marcuse dénonce dans l'homme unidimensionnel la
le verrouillage du destin collectif par la société contemporaine démocratique. Si les individus croyaient sincèrement avoir le privilège du jour du plus grand confort et de la plus grande liberté possible, l'idéologie de la société industrielle le retient en réalité de se poignir authentiquement si les livres procédaient l'action amplitude, l'annoncer et la déterminer. Il arrive que le hasard libéral le projeté dans une actualité sans doute très contingente, mais qui saisit le lecteur ainsi de livre de Herbert Marcuse, apparu presque en même temps que la première barricade et qui donne à celle-ci leur sens avec leur valeur de symbole, qu'il est nécessaire d'abstraire de la désolation poignante qu'offre leur spectacle. Mais l'édition américaine des livres a déjà 4 ans. Et en France avait paru L'Eros et Civilisation, dont le titre seul montrera que Marcuse s'inscrit dans la postérité de Freud comme dans celle de Marx et Hegel, mais trop freudien justement pour ne pas s'opposer à ses pairs en les continuant, c'est-à-dire en prenant leur place, titre supplémentaire à être un maître à penser de la jeunesse. La mise en lumière implacable, d'autant plus implacable qu'elle est sereine, sans l'ombre de violence de la société moderne, c'est-à-dire de la société industrielle avancée, conduit non à la simple contestation, mais à la dénonciation, à la mise en question radicale. Non seulement cette société n'offre aucune chance de salut, mais elle est l'organisation de plus en plus perfectionnée de la perdition. Prenons garde d'ailleurs que la société ainsi dénoncée est décrite et considérée en bloc, qu'elle soit socialiste ou capitaliste. Partout, même fatalité totalitaire engendrée par la technologie et qui crée des similitudes entre le développement du communisme et du capitalisme. On a tout à fait de dénoncer l'anarchisme, le nihilisme, etc., et de ces refus global. Enfin, de croire qu'il rejette toute société alors qu'il se dresse contre cette société où capitalisme et communisme tendaient à n'être plus que de nuances, dont on veut nous donner à croire qu'il ne peut y en avoir d'autres. Si la société capitaliste américaine en présente actuellement le type le plus achevé, c'est d'une part qu'elle est précisément la société industrielle la plus avancée, et d'autre part que la perversion y est le plus insidieuse. La démocratie consolide la domination plus fermement que l'absolutisme. Domination ou plutôt autodomination en chaîne, où les dominés sont complices du dominant, lequel se trouvait dominé par le propre système. Ainsi s'impose finalement à l'homme unidimensionnel cette société à dimension unique où se dissout la dimension critique et oppositionnelle. Herbert Marcuse met donc impartiellement en cause cette société dont la rationalité, le progrès et le développement sont irrationnels dans leurs principes et qu'elle soit approuvée par la population qu'elle conduit conditionnée ne change en rien son caractère irrationnel et sa nocivité fondamentale. Le conditionnement a eu pour effet de substituer au sens de l'intérêt réel, celui de l'intérêt immédiat, et la fausse conscience à la vraie conscience. Quand l'homme retrouve sa vraie conscience et son intérêt véritable, il le récupère de même que sa dimension critique est oppositionnelle. Il retrouve le besoin de changer de vie. Il refuse, ou plutôt, il refuse. Quand l'homme retrouve sa vraie conscience,
intérêt véritable et récupère de même que sa dimension critique est oppositionnelle. Il trouve le besoin de changer de vie, le refuse, ou plutôt c'est ce besoin que le ramène à la vraie conscience. Aussi est-ce lui que s'emploie à prévenir, à réprimer la société qui est essentiellement organisation répressive. L'analyse de Marcuse saisit dans tous ses aspects et son fonctionnement. Cette société sont issues de l'enfermement de l'univers politique et l'univers du discours clos, régi par la pensée à dimension unique. On retiendra pour son à l'acte héritier percutante la critique de communication de masse qui pénétrait jusque dans la chambre à coucher, mais tout le malheur de l'homme ne vient-il pas de son incapacité à s'enfermer dans sa chambre, première condition de toute liberté. On s'arrêtera aux remarques sur la tragédie ou sur le romantisme devenu terme de dénigrement et de condescendance. Jamais tant que dans le romantisme révolutionnaire, utilisé pour déconsidérer des positions d'avant-garde. Le romantisme est d'abord cette protestation irréductible que Marcuse aperçoit dans l'air même qui est par excellence le grand refus. L'autodétermination individuelle ne sera effective que lorsqu'il n'y aura plus de masse mais des individus libérés de toute propagande. À la première page, reprenons pour le transformer le thème freudien auquel j'ai fait allusion et qui est au centre de Ross et de civilisation. Albert Marcuse voyait le salut de la transcendance politique, de l'énergie érotique, dont le fruit serait un monde naturel et social qui, en détruisant la domination et l'agression répressive, se mettrait sous le principe de réalité de la paix. Avec lui seulement, la vie peut devenir son propre but, c'est-à-dire devenir bonheur. On souhaiterait que la femme, lumière, se rejoignent ces prémices, ces conclusions traversent et éclairent le livre entier. Mais la pensée est un peu trop souvent une noix nourrissante à l'écorce indigeste où le don venait. Certes, beaucoup moins s'est cassé qu'elle ne s'y agençant. Elle paraît décidément que rien de neuf ne saurait plus s'exprimer hors du jargon. Il est vrai que la traduction en remet sans doute sur l'original. Le titre anglais One Dimension Man n'a pas la pédanterie pseudo-scientifique de cette unidimensionnel. L'homme a une dimension. Ne pouvait-il s'y fuir? Le lecteur, dans la lecture, et plus ou moins une seconde traduction, s'aperçoit, disant que cette pensée, c'est véritablement salutaire, pouvait, et l'auteur en donne lui-même de nombreux exemples, s'exprimer dans un langage qui, pour être plus immédiatement communicable, ne tend rien affecté, au contraire, le crédit et la valeur philosophique, scientifique d'une analyse si lucide, courageuse et proprement bouleversante. Deuxième partie de notre intervention intitulée Modernité et critique. Les sociétés modernes sont des sociétés closes qui intègrent toutes les dimensions de l'existence, privée et politique, selon Herbert Marcuse. La démocratie des sociétés occidentales est ainsi, selon Herbert Marcuse, le meilleur régime de domination. La filiation marxiste de cette critique est assez évidente pour ne pas la souligner. La démocratie, sous l'apparence de la liberté d'expression, étoffe les forces révolutionnaires par de nouvelles formes de contrôle total. La protestation devient ainsi vaine, puisque la société est non explosive, puisque la pensée est à la merci du pouvoir.
Marcuse semble ainsi regretter le 19e siècle, société fondée sur l'antagonisme des classes, prolétariat contre bourgeoisie, société civile contre État. Le 20e siècle se caractérise ainsi par une politique d'intégration croissante de masse, autrefois ostensiblement exclues. Aujourd'hui, elles ont été intégrées au système pour les protéger. Dans l'homme unidimensionnel, Albert Marquis montre comment la société contemporaine démocratique empêche tout changement social en assimilant les forces sociales contraires et en contrôlant les besoins des individus. Elle assure ainsi la pérennité de sa logique de productivité par et pour la domination. Elle se développe d'un point de vue économique, maîtrise des besoins, par les médias et le travail politique, les sages des différences sociales, culturelles, stérilisation de l'esthétique et idéologique, injonction à la pensée concrète. La force de la société unidimensionnelle vient de ce que les individus pensaient sincèrement être libres et bénéficier d'un grand confort malgré les institutions que les oppressaient et les empêchaient de se réaliser. Les totalitarismes de société industrielle s'avançaient, troisième partie de notre intervention. Dans les sociétés industrielles avancées, Marcuse affirme que l'appareil de production est totalitaire, en ce sens qu'il détermine les activités, les attitudes, les aptitudes qu'implique la vie sociale. Elle définit et régule aussi les aspirations et les besoins individuels. Ainsi, la création de faux besoins et le contrôle de ces mêmes besoins ont pour corollaire la disparition de la frontière vie privée, vie publique. Seul le consommateur demeure sur cette unique condition ontologique que Marcuse nomme unidimensionnelle. Le pluralisme de démocratie est une illusion qui cherche à masquer que le système spécifique de production et de distribution qui a la forme de gouvernement. C'est le pouvoir critique de l'individu qui définit le degré de démocratie d'une société. Or, selon Marcuse, la pensée individuelle est noyée dans la communication de masse. Elle pointe ainsi le double rôle du média, en forme d'avertir et conditionner, endoctriner le comportement et le pensée unidimensionnalisé par la publicité, l'industrie de loisirs et de l'information. La pensée unidimensionnelle est le système dominant qui coordonne toutes les idées et tous les objectifs avec ce qui le produit, dont il les enferme et rejette ceux qui sont inconciliables. Les protestations intégrées au système ne sont plus négatives. Elles ont pour fonction de justifier le statu quo. Cette négation de la critique est une négation de la transcendance, qui est une aspiration fondamentale de l'homme. Le système social est statique. Dans une logique d'enfermement, la société a en effet créé une sorte d'harmonie préétablie entre les intérêts antagonistes de la société civile. Marcuse pointe le monisme politique où le pluralisme n'est qu'auparavant qu'un simulacre. Même les ennemis des institutions et de la démocratie sont devenus une force normale à l'intérieur du système. Le renversement est ainsi historique si, au départ, c'est la critique de la société civile qui permet à l'État de réguler son pouvoir. C'est aujourd'hui l'État qui bride la critique et l'affaiblit. Même ce que Marcuse appelle la culture supérieure avec des actions évidemment nietzschéennes, autrement, l'ensemble des éléments oppositionnels et transcendants d'une société a été incorporée à l'ordre établi. Cette déchéance résulterait, selon les théoriciens d'école de Francfort, de la communication de masse, laquelle a
marchandiser les domaines culturels, musique, philosophie, politique, religion, la culture a perdu son pouvoir de subversion. De la manière dont elle a organisé sa base technologique, la société industrielle contemporaine tend au totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas seulement une uniformisation politique terroriste, c'est aussi une uniformisation économico-technique non terroriste qui fonctionne en manipulant le besoin au nom d'un faux intérêt général. Une opposition efficace au système ne peut pas se produire dans ces conditions. Le totalitarisme n'est pas seulement le fait d'une forme spécifique de gouvernement ou de parti, il découle plutôt d'un système spécifique de production et de distribution parfaitement compatible avec un pluralisme de partis, de journaux, avec la séparation de pouvoir, etc. Nous nous retrouvons devant l'un des plus fâcheux aspects de la société industrielle avancée, le caractère rationnel de son irrationalité. Cette civilisation produit, elle, efficace. Elle est efficace, elle est capable d'accroître et de généraliser le confort et de faire du superflu un besoin de rendre la distraction constructive dans la mesure où elle transforme le monde objet en une dimension du corps et de l'esprit humain. La notion même d'aliénation est problématique. Les gens se reconnaissaient dans leurs marchandises, ils trouvaient leur âme dans leur automobile, leur chaîne de haute fidélité, leur maison à deux niveaux, leur équipement de cuisine, la mécanique même qui relie l'individu à sa société a changé et le contrôle social est au cœur des besoins nouveaux qu'il a fait naître. La rationalité technologique révèle son caractère politique en même temps qu'elle devient le grand véhicule de la plus parfaite domination, en créant un univers vraiment totalitaire dans lequel la société et la nature, l'esprit et le corps sont gardés dans un état de mobilisation permanente pour défendre cet univers. Quatrième partie de notre intervention est nommée Liberté et libération. De la manière dont elle a organisé sa base technologique, la société industrielle contemporaine tend au totalitarisme. Le totalitarisme n'est pas seulement une uniformisation politique terroriste, c'est aussi une uniformisation économico-technique non terroriste qui fonctionne en manipulant le besoin au nom d'un faux intérêt général. Une opposition efficace au système ne peut pas se produire dans ces conditions. Le totalitarisme n'est pas seulement le fait d'une forme spécifique de gouvernement ou de parti, il découle plutôt d'un système spécifique de production et de distribution parfaitement compatible avec un pluralisme de partis, de journaux, avec la séparation de pouvoir, etc. Ainsi, avoir la liberté économique devrait signifier être libéré de l'économie, de la contrainte exercée par les forces et le rapport économique, être libéré de la lutte quotidienne pour l'existence, ne plus être obligé de gagner sa vie. Avoir la liberté politique devrait signifier pour les individus qu'ils sont libérés de la politique sur laquelle ils n'ont pas de contrôle effectif. Avoir la liberté intellectuelle devrait signifier qu'on a restauré la pensée individuelle actuellement noyée dans la communication de masse, victime de l'endoctrinement. Signifie qu'il n'y a plus de fuseurs d'opinion publique et de plus d'opinion publique. Si ces positions ont un ton réaliste, ce n'est pas parce qu'elles sont utopiques, c'est que les forces qui s'opposent à leur réalisation sont puissantes. Nous pouvons distinguer de vrais et de faux besoins. Sont faux ce que des intérêts sociaux particuliers imposés à l'individu. Le besoin que justifie un travail
pénible, l'agressivité, la misère, l'injustice. Leur satisfaction pourrait être une source d'aisance pour l'individu, mais on ne devrait pas protéger un tel bonheur s'il empêche l'individu de percevoir le malaise général et de saisir les occasions et de les faire disparaître. Le résultat est alors l'euphorie dans le malheur. C'est de tendre, s'amuser, agir et consommer conformément à la publicité, aimer et haïr ce que les autres aimaient et haïssaient. Ce sont pour la plupart de faux besoins. Les jugements de valeur sont sûrement inévitables. Les moyens établis pour organiser la société doivent être comparés à d'autres moyens événementiels, plus susceptibles d'alléger la lutte de l'homme pour l'existence. Chaque solution pratique et historique donnée doit être confrontée à ses propres alternatives historiques. De part, toute théorie critique de la société doit aborder le problème de l'objectivité historique. C'est un problème qui apparaît clairement aux deux niveaux où l'analyse implique du jugement de valeur. Elle implique que la vie est digne d'être vécue, ou plus exactement, qu'elle peut l'être, qu'elle doit être rendue telle. Ce jugement est la base de tout effort intellectuel. Il constitue l'a priori de toute théorie sociale et le refuser, ce qui serait parfaitement logique, impliquerait le refus de la théorie elle-même. Elle implique que pour une société donnée, il existe des possibilités spécifiques pour améliorer la vie humaine et de voies et de moyens spécifiques pour réaliser ces possibilités. Conclusion, il est donc d'une importance qui dépasse de loin les effets immédiats que l'opposition de la jeunesse contre la société d'abondance, les révolutions instinctuelles et révolutions politiques, la lutte contre le système qui ne portait pas aucun mouvement de masse, qui n'est impulsé par aucune organisation effective, qui n'est guidé par aucune théorie positive, gagne dans cette liaison une dimension plus profonde qui composera peut-être un jour le caractère diffus et la faiblesse numérique de cette opposition. L'homme unidimensionnel subit une uniformisation. En effet, Herbert Marcuse définit la société unidimensionnelle par sa capacité à étouffer une toute alternative de vie afin de protéger la logique de productivité qui sert sa domination. Pour ce faire, elle fait taire la critique. En la simulant, elle ne laisse subsister en dehors d'elle aucun discours qui ne s'adapte à son fonctionnement. L'apparence démocratique donnée à son industrialisation avancée n'empêche pas l'uniformisation politique et sociale. Le philosophe admet que la société unidimensionnelle n'est pas explicitement répressive, mais il considère qu'elle est totalitaire dans la mesure où elle ne laisse rien en dehors d'elle. Le totalitarisme, écrit Herbert Marcuse, découle d'un système spécifique de production et de distribution parfaitement compatible avec un pluralisme de partis du journaux, avec la séparation de pouvoirs. Derrière les apparences, la société unidimensionnelle abolit le contraire pour les unir en elle-même. Par exemple, les programmes politiques des candidats démocrates et républicains sont en réalité systématiquement très proches dans les élections américaines. De même, les syndicats coopéraient de plus en plus avec le patronat. Les religions s'y soumettaient également volontiers. Enfin, les classes sociales sont de moins en moins perceptible en partie du fait que les signes distinctifs des classes supérieures sont désormais accessibles aux classes inférieures. Pour Herbert Marcuse, ces évolutions désarmaient la critique. La puissance de la critique de Marcuse est indéniable. Les démocraties sérieuses, selon lui, de régimes autoritaires qui ne disaient pas leur nom. C'est bien la disparition de la pensée dans la réalité matérielle qui est
le centre de préoccupation des intellectuels aujourd'hui. Le mérite de Marquise est de nous rappeler cette vérité. Penser et c'est nier. Lire l'homme unidimensionnel, c'est s'attaquer à une légende écrite dans un style tout sauf fluide. La pensée de Marquise, plus célèbre représentant du freudo-marxisme, est parfois flagrante. Il décrit un monde dans lequel la consommation de masse et la publicité ont aboli toute possibilité de révolte. Voilà, notre intervention est terminée, consacrée à l'œuvre majeure de Herbert Marcuse, l'homme unidimensionnel. Merci bien de votre attention. Au revoir.